Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Late et Smart ce vendredi soir, durant une heure, voilà, comme ça, juste avant le week-end, on va tenter de mieux comprendre les enjeux, l'actualité, notamment économique du moment, avec mes deux invités. De quoi va-t-on parler? On va parler de la Chine, c'est le nouvel an chinois, ou plutôt le nouvel an lunaire. Pas que les Chinois qui fêtent le nouvel an aujourd'hui. Du coup, on s'interrogera sur la Chine qui démarre cette année. Cette année 2021, cette année du buffle métal d'ailleurs, pour être tout à fait précis. Dans quelle disposition économique, géopolitique démarre-t-elle cette année face à nous, face à l'Amérique, face à l'Europe? Si la Chine est un buffle, j'ai appelé le débat quel serait notre nom, quoi serions-nous? Quel animal représenté, utilisé pour nous décrire dans notre relation face au buffle? Bref, un sujet qui permettra d'aller dans différentes directions. On verra les directions que souhaiteront prendre mes invités sur ce thème. Et puis dans la deuxième moitié de l'émission, un petit peu plus sérieux, on s'intéressera à l'industrie pharmaceutique. La pharma est-elle un business comme les autres? On en parle, c'est encore un peu le début de l'année, la période des résultats. Les grands groupes pharmaceutiques publient des résultats globalement assez bons. Leurs cours de bourse sont globalement assez élevés. À chaque fois, il y a des polémiques. Est-ce bien raisonnable de gagner de l'argent quand on fait des vaccins, notamment? Ce type de débat, voilà, on le posera, on l'aura avec mes invités et on verra dans quelle direction il nous mènera. Mes invités, précisément, ce soir, à ma droite, Christian Parizeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chef économiste au sein du broker Aurel BGC. À ma gauche, Lionel Baraban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, directeur général de Famoco, une entreprise dans les terminaux mobiles connectés, notamment les terminaux de paiement, les solutions de paiement, etc. Un petit peu partout. Vous nous donnerez peut-être des témoignages par rapport à vos différentes expériences. Merci à tous les deux d'être ici. Tout de suite, on va s'intéresser à la supposée guéguerre, nouvelle guéguerre, semble-t-il, annoncée entre Amsterdam et Londres. C'est l'apéritif. Vous avez sûrement vu depuis hier ces papiers à propos de la place de numéro 1 européen obtenue par Amsterdam dans le trading action. C'était le Financial Times hier qui avait sorti le premier ce chiffre. Le papier Amsterdam oust London, dégage London en tant que premier trading hub d'Europe. En bon français, le Figaro, la bourse de Londres détrônée par Amsterdam. Et un petit sous-titre intéressant, la City dénonce des tactiques de l'Union européenne pour affaiblir sa domination. On va y revenir. En résumé, Amsterdam, qui était 6e en 2019, se retrouve numéro 1 en janvier. Pour l'instant, c'est des statistiques de janvier 2021. Christian, sur là où se font les échanges d'actions devant Londres. Historiquement, la première place financière européenne, évidemment. Londres qui perd une grande partie, quasiment du jour au lendemain, de décembre à janvier, une grande partie des transactions sur actions, en euros, évidemment, à la faveur, entre guillemets, du Brexit. Est-ce que c'est quelque chose de durable, à la fois la chute de Londres et cette émergence d'Amsterdam? Et pourquoi Amsterdam? Je m'adresse à vous en premier, parce que c'est un peu votre métier. Voilà. Alors déjà, juste pour situer les choses, c'est juste les flux, c'est, si vous voulez, c'est ce qui s'échange, c'est les lieux des places des marchés. C'est pas tout l'emploi dans la finance. Derrière, vous avez plein d'autres emplois dans la finance. C'est pas ça. C'est juste la place de marché, où elle est localisée. Est-ce qu'elle est localisée à Londres, ou est-ce qu'elle est, en gros, où est l'ordinateur qui traite les ordres? D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est les ordinateurs néerlandais qui ont pris un lead. Et il se trouve que sur le mois de janvier, les investisseurs avaient le choix. Soit je choisis de prendre l'ordinateur qui se trouve à Londres, soit je choisis l'ordinateur qui se trouve aux Pays-Bas. C'est ce qui s'est passé. Et pourquoi pas à Francfort, Paris? Alors voilà, c'est où j'aurais pu choisir une autre place. Bon, il se trouve que en plus, les ordinateurs, ces places de marché sont essentiellement immatriculées au niveau des Pays-Bas, pour des raisons essentiellement fiscales. Faut être honnête, relatif à l'Europe. C'est plus intéressant de mettre sa place de marché là qu'à Paris, où déjà il y avait un biais en termes de place de marché. Attention, et c'est pas d'emploi dans la finance. Je parle bien de place de marché, d'endroits où on va traiter l'ordre. C'est pas des traders qui ont déménagé à Amsterdam. Voilà, ça peut être un trader à Londres qui passe ses ordres via la place de marché d'Amsterdam. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Brexit, on a eu un accord, mais un accord que sur la partie bien,
pas les services. Et il s'est trouvé que des investisseurs qui sont en Europe n'avaient plus le droit de traiter à Londres. C'est considéré comme une place étrangère quelque part. Donc il n'y avait plus d'accord entre l'Europe. Pour les actions en euros. Alors pour les actions, pour aussi pas mal de tout ce qui est obligataire. Parce que dans ce qu'on dit là, c'est pas que la partie action, il y a aussi la partie obligataire. Mais globalement, moi je suis un investisseur, je suis en France, je gère un portefeuille d'actions. Et ben je vais traiter non plus à Londres physiquement, mais encore une fois c'est un simple clic de souris, c'est pas plus que ça. Et je vais passer mon ordre plutôt là parce que pour des raisons purement légal, purement d'accord, puisque Londres ne fait plus partie du marché commun, il n'y a plus de liberté dans les services. Et c'est ça qui est important, il n'y a pas d'accord aujourd'hui dans les services au mois de mars, on verra si on arrive à un accord, mais c'est pas fait, mais c'est au mois de mars qu'on ça a été un choix un peu politique du gouvernement britannique qui s'est focalisé sur la pêche et pas sur la finance, évidemment. Donc c'est pas illogique qu'on ait tous ces ordres de gens en euros, qui vivent en Europe, qui ont passé leurs ordres en Europe. Ça, c'est pas illogique. La grande surprise, et c'est là où on est sur une surprise sur un chiffre, c'est que d'un seul coup, il y a eu aussi des gens qui étaient en dehors de l'Europe, des non-résidents, qui avaient pour habitude de traiter sur Londres et qui sont venus d'un seul coup massivement traiter sur les places européennes. Alors pourquoi ? Parce que on explique ça, c'est un effet liquidité. C'est vrai que quand il y a beaucoup de monde sur ces places-là, le mieux c'est d'aller là où il y a le plus de gens qui s'échangent entre eux, c'est là où il y a le plus de liquidité. Voilà. Et ça, c'est autoréalisateur, c'est-à-dire que plus vous avez de gens qui sont sur une place, plus vous allez en avoir demain, parce que plus vous apportez vraiment une profondeur en termes de liquidité. Donc encore une fois, c'est simple comme une souris. Moi, je vais là où j'ai le meilleur prix, où j'ai la meilleure liquidité, où je pourrais le plus facilement exécuter mon ordre. Et c'est pour ça qu'on voit des mouvements de chute aussi violentes. C'est là qu'on voit que véritablement, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Rappelez-vous, on a subi ça en France, quand on se couvrait sur la dette française et puis d'un seul coup, on s'est couvert sur la dette allemande. Ça a été l'effondrement du jour au lendemain des transactions pour se couvrir à Paris. On a été sur le Bund allemand et c'est aujourd'hui le Bund allemand qui sert de référence. Donc ça va très très vite, cette liquidité se déplace. Alors toute la question... Première chose qu'il faut retenir, c'est quand même un succès parce qu'il n'y a pas d'accord sur les services. On verra au mois de mars. Qui est censé être vaguement en négociation. On verra au mois de mars, mais ça montre aussi quand même la fragilité d'une place. Alors que sur cette partie-là, parce que tout ce qui est ingénierie financière, tout ce qui est naturellement recherche et tout ça peut rester à Londres. Attention, c'est vraiment sur cette petite partie-là, on voit à quelle vitesse ça peut véritablement changer du jour au lendemain. Après, sur les vrais emplois d'un finance, dans les vrais emplois qui sont des ingénieurs financiers, des choses comme ça, c'est pas aussi massif naturellement. Donc faut pas se réjouir trop vite. C'est juste la partie, je dirais, place de marché. C'est pas vraiment la partie valeur ajoutée. Et c'est pas les hommes qui sont forcément aujourd'hui tous en train de migrer aux Pays-Bas. En résumé, il ne faut pas enterrer la City. Non, il ne faut pas, parce qu'il y a des compétences, il y a quand même des choses autres. Mais c'est vrai que là, on voit que l'aspect régulation, l'aspect sortie du marché commun, mais on l'a vu aussi sur les biens physiques. Londres, aujourd'hui, le commerce entre le continent et Londres, entre le Royaume-Uni et l'Europe ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Mais on voit qu'il y a des éléments douaniers, des blocages, et ça se passe pas si bien. Et là, vous êtes en plus sur une composante des échanges qui sont des services qui sont pas du tout aujourd'hui dans l'accord qu'on a négocié à la fin d'année. Donc forcément, ça bloque, et ça joue naturellement sur les volumes de transactions. Et encore une fois, on verra après ce qui ressortira des négociations en cours pour le mois de mars. Par contre, s'il n'y a pas d'accord dans les services, alors je suis bien placé puisque je suis dans un groupe qui est naturellement anglo-américain, pour Paris, nous, on sait qu'on aura beaucoup de gens qui déménageront là physiquement à Paris si véritablement il n'y a pas d'accord. Parce que là, il va y avoir vraiment des activités entières qui vont être déménagées, mais physiquement avec les hommes là qui vont venir vraiment sur Paris pour traiter, puisque là s'il n'y a pas d'accord, voilà, pour des clients européens naturellement. Là, il y aura un effet peut-être un peu plus fort sur l'emploi dans les prochains mois, mais encore une fois, il faut attendre de voir un petit peu ce qui ressortira de ces négociations sur les services. Il y a d'autres prévisions qui est de dire les Anglais ils sont quand même un peu malins, même s'il n'y a pas d'accord, ils vont faire du dumping, mais en termes de réglementation. C'est-à-dire qu'effectivement, les assureurs se plaignent souvent de la réglementation européenne, continentale, de l'Union européenne qui est assez lourde. Voilà, tout ce qui encadre, tout ce qui contraint la créativité des ingénieurs financiers dont vous évoquez, qui pourraient être libérés de leurs contraintes dans une place quasi équivalente à une place offshore qui serait à Londres. Est-ce que vous parieriez là-dessus, vous, effectivement, sur le rebond de la City au sens via la déréglementation? Moi, je pense que on a les marchés, les entrepreneurs, les investisseurs ont besoin d'un peu de certitude. Et là, en ce moment, Londres, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et ils ne sont pas très lisibles dans leur choix. C'est que le début, ça fait un mois et demi, le Brexit. Mais jusqu'à présent, l'Europe
a toujours eu une même politique, avec une même volonté, elle a toujours tapé sur le même clou, et donc ils sont assez lisibles. Donc je pense que les investisseurs ont besoin de lisibilité. Si je prends le petit cas de Famoco, il y a de nouvelles réglementations qui sont en train d'arriver, par exemple sur l'importation des produits électroniques. Est-ce qu'ils vont continuer à garder la norme CE comme une norme qu'ils vont adopter, ou est-ce qu'ils vont en créer une nouvelle? C'est pas clair. Il y a des bruits. Et donc finalement, on se dit, bon, bah, pour l'instant, on attend. Pour l'instant, on attend, on va regarder ailleurs, on va plutôt ne pas investir en Angleterre. Et puis ce que je vois aussi, c'est que les ingénieurs, l'ingénierie, l'intelligence humaine, elle bouge aussi quand même très très vite, et elle a besoin de se projeter. Et aujourd'hui, c'est difficile de se projeter à Londres. Juste un point aussi pour compléter. Est-ce que vous seriez prêt à mettre toute votre épargne de toute votre vie dans une place qui n'est pas régulée par votre pays, ou qui dépend d'une régulation qui est complètement extérieure? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt? Peut-être pas. Alors. Voilà, est-ce que vous êtes prêt? Non, non, mais c'est ça derrière ça. Derrière ça, c'est votre épargne que vous avez amassée. Est-ce que vous êtes prêt à le mettre dans une place à Singapour aujourd'hui? On vous dit que c'est un paradis fiscal et tout ça, mais derrière, il y a quand même peut-être des éléments qui vous incitent à être beaucoup plus prudent, ou à Hong Kong. Donc on voit qu'il y a quand même des éléments quand même. C'était notre ancien ministre des Finances qui a été argent à Singapour. Voilà. Après, on va dire qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à prendre le risque, mais je pense que pour l'épargnant moyen, ou une banque qui vend des produits financiers en France, il n'a pas envie un jour de se faire clouer au pilori parce qu'ils ont tout placé ça dans une place offshore. Donc ça concerne une petite partie, mais je pense que pour la majorité des gens, c'est quand même assez rassurant d'avoir leur épargne régulée dans l'endroit où ils vivent et dans la monnaie où ils sont. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que la City, ils vont trouver un moyen de rebondir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ce sera. Il y a les compétences humaines. La dérégulation. Leur force aujourd'hui, attention, il ne faut pas les tuer. Ils vont pas laisser faut pas les tuer parce qu'ils ont quand même les technologies, ils ont les compétences humaines, et l'humain est quand même important dans la finance. Donc ils ont encore des gens qui travaillent là-bas. On n'a pas encore attiré toutes les compétences sur l'Europe continentale. À suivre, là c'était que les stats que de janvier 2021, donc le premier mois, voilà, le premier mois du post-Brexit. Allez, tout de suite, notre célébration de l'année du buffle métal. C'est l'année du buffle métal dans le calendrier lunaire adopté, suivi notamment par la Chine, d'où l'appellation qui n'est pas tout à fait juste de Nouvel An chinois, souvent évoquée. Officiellement, c'est le Nouvel An lunaire, de tous ceux comme dit Emmanuel Macron. Regardez, il a fait une allocution à tous nos compatriotes qui célèbrent le Nouvel An lunaire, qui fêtait aujourd'hui le Nouvel An lunaire, une année placée sous le signe du buffle, a rappelé le chef de l'État, qui ensuite, regardez, c'est pas banal, c'est pas tous les jours, a exprimé ses vœux en mandarin, en coréen et en vietnamien. Voilà, je ne ferai l'insulte à aucun de ces locuteurs de prétendre lire ou traduire ces trois expressions, mais effectivement, à la suite, comme ça, on ne le verra pas souvent. Le président américain, lui, la veille, il avait aussi célébré le Nouvel An lunaire à sa façon, avec un jour et demi d'avance. Il a passé un coup de fil avec Xi Jinping. J'ai parlé aujourd'hui au président Xi pour lui présenter mes vœux, présenter les vœux au peuple chinois à l'occasion de la nouvelle année lunaire. J'ai également partagé mes inquiétudes à propos des pratiques économiques de Pékin, des abus en matière de droits de l'homme et la coercition exercée sur Taïwan. Je lui ai dit que je travaillerai avec la Chine quand ça bénéficie à peuple américain. Une conversation qui, d'après ce qu'on a su par ailleurs, a duré 2 heures. 2 heures de conversation entre Joe Biden et Xi Jinping, ce qui rappelait aux observateurs de Washington que Joe Biden avait cette réputation de bavard quand il était au Sénat, en disant que quand il commençait à parler, on avait le temps d'aller se faire couper les cheveux, se faire raser et de revenir. Il n'avait pas fini son allocution. Voilà, trêve de plaisanterie. Nouvelle année pour nos amis chinois. Lionel, vous avez vécu plusieurs années en Chine. Je commence par vous. Dans quelle situation se trouvent la Chine et les Chinois pour ce premier de l'an, entre guillemets, si vous fallait votre vision de ce pays en ce début 2021? Alors, Xin Kuai, qui veut dire bonne année. Donc, bonne année à nos camarades chinois. D'abord, je voudrais juste rebondir sur je trouve ce petit dérapage sémantique qui a l'air de rien, mais qui, moi, que je trouve très signifiant.
moi, j'ai toujours dit Nouvel An chinois. Depuis que je suis petit, on parle du Nouvel An chinois. Tout le monde parle du Nouvel An chinois. Oui, moi aussi, mais j'ai vu que là, tout le monde et écrit d'un seul coup, on parle de Nouvel An lunaire. Et je pense que ce dérapage sémantique n'est pas du tout anodin. En même temps, il est célébré au Vietnam, bien en sûr, Corée, etc. mais au Vietnam, on célèbre le Nouvel An chinois. Au Vietnam, on célèbre le Nouvel An chinois. Donc je pense que c'est à dessein et que ça dit beaucoup de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit comme une nouvelle hégémonie chinoise, un nouvel impérialisme chinois, technologique, politique. Jusqu'à présent, la Chine était un pays qui était plutôt renfermé sur lui-même, qui regardait plutôt à l'intérieur et qui disait plutôt, bon écoutez, chez nous c'est un peu différent, foutez-moi la paix, en gros. Et là maintenant... Même quand l'Empire chinois était tout puissant, il est pas venu... il était pas venu jusqu'en Europe. Voilà, il s'est défendu beaucoup, il a été très prospère, mais effectivement, c'est pas des conquérants. Non, c'est pas des conquérants. Et là, on se rend bien compte que à plein d'égards, ça a complètement changé. Et on peut prendre quelques exemples. Hein. La route de la soie, cette extraordinaire initiative chinoise, cette initiative économique, Ce qui, pour le coup, arrive jusqu'en Europe. Hein, ouais. Qui arrive jusqu'en Europe, qui arrive en Afrique. Avec, on a parlé beaucoup de la France-Afrique, mais enfin, quand on va en Afrique, la première chose qui frappe, c'est la place des Chinois, la place des Chinois en Afrique. Ne serait-ce qu'à la douane. Quand on passe la douane en arrivant en Afrique, il y a une file pour les Chinois. Ça n'arrivait pas, on ne voyait pas de Chinois en Afrique. Donc, je pense que cet expansionnisme chinois, en Afrique, en Europe, on a parlé de la route de la soie, cet expansionnisme technologique. Jusqu'à présent, si on reprend encore un peu l'histoire des technologies, jusqu'à présent, l'Internet chinois était plutôt un Internet à part. C'était pas un Internet, c'était plutôt un intranet. C'était quelque chose qui était... un intranet pour 1,5 milliard de personnes, mais globalement qui ne concernait que les Chinois eux-mêmes. Absolument, mais c'était un intranet. Et puis, c'était un intranet parce que, surtout, la Chine n'était pas au niveau technologique. Et donc, elle a dit, oh là là, Facebook, tout ça, très dangereux, Google, pas bon, très dangereux, non. Mais il n'y avait pas de technologie. Ce qui a laissé le temps à Alibaba, à tout Tencent, à tous ces grands acteurs de créer des technologies. Et aujourd'hui, on voit bien que ces géants technologiques chinois sont en train d'arriver sur nos marchés. Oui. Donc, il y a... Et de fait, sont les seuls à être quasiment en rivalité, à la fois en termes de technologie, de puissance financière, avec les géants américains. Bien sûr, parce qu'ils ont un marché intérieur. Parce qu'ils ont un marché intérieur colossal. qui est colossal et qui, contrairement à ce qu'on croit, est très régulé. Contrairement à ce qu'on croit sur la propriété intellectuelle, est très protecteur de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle en Chine, elle est très protectrice des Chinois. Non, mais bien sûr. Oui. Mais quand on est chinois, elle existe. C'est pas un marché dérégulé, c'est un marché régulé au profit des Chinois. Donc je pense que de dire on n'appelle plus ça le Nouvel An chinois, mais on appelle ça le Nouvel An lunaire, c'est pas du tout anodin. C'est une manière de quoi, de les déposséder, du coup, c'est pas la... Moi, je m'aurais dit, tiens, c'est une espèce de politiquement correct occidental, mais en fait, ce que vous dites, c'est pas du tout. C'est pour dire, Je crois pas. La Chine, ça, on a beaucoup parlé du soft power américain. Et je pense que le soft power chinois est au moins aussi puissant que le soft power américain. Là, on a beaucoup parlé de la politique du panda. Ils ont pris un animal, ils en ont fait un emblème, et il y a une politique, une diplomatie du panda. On vous offre un panda, et quand on offre un panda, alors c'est un acte diplomatique, signifiant diplomatique. Et le fait... Maintenant, il y a le vaccin, là, les vaccins chinois qui ne sont pas encore arrivés jusqu'en Europe, mais qui globalement essaiment dans toute l'Asie. Le vaccin, les masques, les prêts, les routes, les aéroports. Donc tout ça est en réalité une politique, je pense, très pensée, très concertée, préméditée des Chinois pour penser, influencer les pays européens, les pays occidentaux globalement, et les préparer à une expansion de la Chine. La Chine pense que bientôt, elle n'aura pas suffisamment à manger, elle n'aura pas suffisamment de blé pour nourrir l'Afrique, etc. Donc il y a une politique concertée de la Chine pour
changer complètement de paradigme et être expansionniste. Et je pense que de dire c'est le nouvel an lunaire, c'est essayer de couper cette espèce de soft power chinois qu'on commence à voir émerger un peu partout. D'accord. Christian, est-ce que la Chine, en ce premier jour de l'année du buffle métal, est plus forte que jamais ? Alors c'est ce que semblent nous dire les statistiques, et c'est là où je suis beaucoup plus prudent, mais c'est vrai qu'ils donnent l'image aujourd'hui, et je parle que sur la partie économique, d'être les grands vainqueurs de cette crise sanitaire. Parce que et encore une fois, je parle que sur la partie économique, parce que quand on regarde, ils sont en croissance sur l'année passée. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent le dire. Ils ont fait plus de 1, voilà, 2,3 même après, j'y reviendrai, attention à ces chiffres. Mais ils sont en croissance officiellement sur le passé. Ils ont attiré des investissements directs. Et ça, c'est important pour ce pays-là, parce qu'il a quand même un vrai besoin aujourd'hui encore d'attirer des technologies, attirer des entreprises pour développer les technologies qu'ils n'ont pas. Donc, ils attirent encore des capitaux étrangers et ils donnent l'image finalement ils veulent donner l'image que grâce à leurs efforts, ils nous ont quand même fourni en masques. C'est là-dessus aussi qu'on a eu un creusement de notre déficit commercial, parce qu'heureusement qu'on avait la Chine pour fabriquer les masques, les protections, etc. Donc, ils donnent... Mais les masques, ça coûte pas cher à l'unité, mais quand on en consomme beaucoup, je crois que c'est 6 milliards d'euros rien pour la France en 2020. C'est spectaculaire. Voilà, ça explique en grande partie la croissance de leur excédent vis-à-vis de la France. Il faut pas le sous-estimer. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est protection pour les hôpitaux. Donc, attention, la Chine nous donne l'impression véritablement de sortir renforcée. Alors, je mettrai quand même un petit bémol parce que les chiffres chinois, moi, je sais que tout le monde s'est stagé devant la croissance l'année dernière. Je rejoins, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une enquête d'universitaire. Ils ont juste réestimé le PIB chinois et ils l'ont réestimé en tenant compte du trafic routier et du trafic de marchandises routiers en Chine, à l'intérieur de la Chine. Et ils se sont aperçus, alors, on ne trouve pas les mêmes chiffres. Mais ça, officiellement, au premier trimestre, quand il y a eu la pandémie, le PIB chinois, en glissement sur un an, il a baissé de 6%. Si vous tenez compte de ces chiffres, vous êtes à moins 19%. Alors, on va dire c'est quand même un gros écart, mais ça ne me choquerait pas que le gouvernement chinois ait un peu minimisé l'impact de cette crise. En plus, ils étaient les premiers. Ils ne pouvaient pas afficher un chiffre trop violent de chute d'activité, alors que nous, on a eu des chutes d'activité, c'est assez comparable à ce qu'on a eu. Mais pourquoi je dis ça, c'est important ? Parce que si vous mettez ce moins 19, eh ben vous n'êtes pas en croissance sur l'ensemble de l'année dernière. Et vous n'êtes pas sur un chiffre aussi positif sur la Chine. Et surtout, quand on regarde dans le détail l'économie chinoise, elle a redémarré actuellement, parce qu'il y a une chose qui a fait leur force l'année dernière, qui les ont vraiment privilégiés, c'est qu'ils ont été arrêtés à l'arrêt comme tout le monde, mais très tôt au premier trimestre. Après, ils ont remis en route la machine économique. Et nous, quand on a déconfiné, eh ben eux, ils étaient prêts. Ils étaient au maximum de leur capacité. Donc, ils ont forcément gagné des parts de marché au niveau mondial, parce qu'ils étaient en décalage par rapport à nous à la reprise. Et vous voyez que nous, en ce moment, on a des tensions sur l'industrie, qu'on a du mal à reproduire. Et ben eux, ils ont plus ça. Ils ont déjà réglé. Ils ont déjà remis en route la machine. Donc, ce petit décalage de quelques mois leur a donné une avancée. Ce qui fait que vous avez des excellents chiffres sur l'industrie, mais sur la demande intérieure et sur la consommation intérieure, vous n'êtes pas revenus à l'avant-crise. Donc aujourd'hui, on a l'image d'une Chine qui est, à mon avis, un peu trop forte, d'une Chine qui s'en sort très bien, qui a battu qui a battu le virus, qui a en plus économiquement qui est revenu, qui a creusé un écart, qui est revenu économiquement à son niveau d'avant-crise, alors que nous, on nous dit que ça faudra peut-être 1 ou 2 ans, qu'il faudra attendre un bon petit moment. Donc on a l'impression que c'est la Chine qui a tout, finalement, que le modèle chinois, et ce que nous met en avant la Chine, c'est notre modèle peut-être est autoritaire, mais il marche. Et il marche beaucoup mieux que le vôtre. Bon, maintenant, je mettrai ce bémol. Attention aux statistiques chinoises, attention à l'image qu'on se fait de la Chine. Je pense que la Chine a été beaucoup plus impactée que le laissent supposer les statistiques. Notamment, moi, je regarde surtout la demande intérieure et on voit qu'il y a quand même, c'est pas aussi bon que ce qu'on pourrait croire. Et puis surtout, la Chine a quand même un vrai problème. Et ça, c'est un deuxième point qui explique en partie la Chine, c'est que la Chine est un pays qui va vieillir très rapidement. Il y a un sujet démographique. Il y a un sujet démographique et il y a un sujet aussi de départ à la retraite qui est très tôt en Chine, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est une vraie bombe à retardement. Et ce que veut le gouvernement chinois, c'est d'une part améliorer la productivité de ces entreprises, parce que si vous avez moins de gens pour travailler, la meilleure façon, c'est quand même que ceux qui travaillent produisent plus. Donc c'est la productivité qui est une des solutions pour la Chine. Et l'autre solution, c'est naturellement pour la Chine d'augmenter le niveau de vie par tête. Et vous voyez très clairement qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois, il ne raisonne pas en croissance globale, il raisonne en croissance par tête. Et il veut vraiment monter en croissance par tête parce que c'est un moyen pour lui de s'assurer une croissance économique. Il faut vraiment augmenter le revenu par tête. Mais si vous augmentez le revenu par tête, on est quand même dans une terre
petite, limitée, et à l'échelle de la Chine, si les Chinois veulent vivre comme les Américains, il y aura forcément une guerre au niveau des matières premières. Il y aura forcément, ou alors vous acceptez que d'autres pays dans le monde vivent moins bien, parce que on est sur des ressources limitées et on peut pas s'attendre à ce que les Chinois vivent comme les Américains. Donc à un moment donné, c'est un peu, moi derrière tout ça, je pense qu'il y a un vrai choc qui est en train de se préparer, qui est mobiliser finalement les ressources de la Terre au profit de sa population, et on revient un peu à cet expansionniste de la Chine qui veut s'assurer les matières premières en Afrique, qui veut s'assurer les lignes de finalement... Parce qu'ils sont 1,5 milliard. Parce qu'ils sont 1,5 milliard, et puis qu'aujourd'hui, la croissance ne se fera pas par le nombre de bras, mais véritablement par une augmentation du niveau de vie des Chinois, et ça veut dire aussi une consommation, c'est plus du tout la même chose, vous êtes sur des consommations... Un autre type d'économie. Un autre type d'économie, mais vous vivez plus de la même façon, et vous n'avez pas du tout les mêmes besoins en termes d'énergie, de ressources, etc. Donc la Chine aujourd'hui est très très volontariste, parce qu'ils savent que ça doit passer absolument par une augmentation du niveau de vie. Est-ce que l'idée que l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique notamment, impulsée par Trump, maintenant l'Europe de l'Ouest aussi, enfin l'Europe aussi, est un peu plus consciente de cette rivalité, peut changer la donne par rapport à la force chinoise, que c'est entre guillemets trop tard? Est-ce qu'il faut s'attendre à des conflits? Je ne sais pas si on peut s'attendre à des conflits, je ne sais pas si c'est trop tard, mais je pense qu'on n'a toujours pas pris la mesure de ce qu'est la Chine. Et notamment, il y a un exemple qui est donné, qui est marrant, c'est nous en Europe, la Russie, l'Europe, on joue au jeu d'échecs. En Chine, on ne joue pas au jeu d'échecs, on joue au Go. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Go, c'est marrant le jeu de Go. Donc d'abord, c'est un très grand jeu, c'est un très grand échiquier. Et l'idée n'est pas de tuer son adversaire, mais de partager un territoire à son avantage, en créant des liens. Donc la grande différence quand on travaille avec la Chine, c'est de comprendre qu'il n'est pas là pour vous assassiner, il est là pour prendre l'avantage sur vous et vous laisser un espace vital petit. Un espace vital dans lequel vous allez rester vivant, parce que c'est son avantage, c'est son intérêt, mais un espace vital qui ne le dérange pas. Et donc, à partir du moment où on comprend que c'est un logiciel auquel on n'est pas habitué, on n'a pas été formé à dealer avec ce logiciel-là, on n'a pas été formé à comprendre leur façon de raisonner, à comprendre qu'eux ont du temps. Vous savez, il y a cette blague, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine, mais moi qui me fait beaucoup rire, c'est un diplomate français qui discute avec un diplomate chinois et qui lui dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française ? Vous vous rendez compte, cette grande révolution ?» Il lui répond, il dit « C'est trop tôt pour dire. » Et les Chinois réfléchissent dans le temps et planifient. Et tant qu'on n'a pas... et dans les écoles, dans les études, tant qu'on n'a pas des sinologues, des gens qui lisent le chinois, qui comprennent le mandarin, des gens qui comprennent la culture, je pense qu'on va avoir encore beaucoup de mal à s'adapter à avoir un grand pays à la taille de la Chine, expansionniste, et qui ne regarde plus vers l'intérieur, mais qui regarde vers l'extérieur. Je pense qu'on n'est pas encore... on n'est pas prêt. Est-ce qu'il faut, dans les sujets qui ont été... qui ont été mentionnés dans le coup de fil de 2 heures là, que j'évoquais entre Joe Biden et Xi Jinping, Hong Kong évidemment, les Ouïghours évidemment, Taïwan. Est-ce que Taïwan est une bombe à retardement? Je dis ça parce que c'est pas par rapport aux Taïwanais, c'est par rapport parce que notamment c'est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs, Taïwan aujourd'hui, et c'est dans la zone américaine, c'est-à-dire que pour le coup, les semi-conducteurs américains sont fabriqués à Taïwan. Donc il y a un sujet qui n'est pas uniquement le sort, le bien-être, les droits de l'homme et le côté démocratique de Taïwan du point de vue des Américains, c'est notamment la ressource en semi-conducteurs qui est quand même le moteur de toute la technologie aujourd'hui. Pour les Chinois, Taïwan c'est la Chine. Comme Hong Kong, évidemment, même si pour l'instant il y a une espèce de status quo. Est-ce qu'on accumule comme ça quand même des points de tension dans la géopolitique? Est-ce qu'on price ça en économie déjà, Christian? Oui, ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire que la Chine, ils veulent monter en gamme. C'est-à-dire que c'est fini l'idée du petit Chinois qui va juste assembler l'iPhone et puis derrière, ça sera juste un assembleur. Donc toute la valeur ajoutée est au niveau du logiciel et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ils veulent monter en valeur ajoutée et ils ont un énorme retard. Faut le reconnaître sur la partie semi-conducteur en Chine. En Chine, il y a un gros en Chine, mais il est pas du tout au niveau. Et aujourd'hui, vous avez 2 leaders véritablement mondiaux, c'est Samsung et puis le TSMC, le Taïwanais. Le Taïwanais. Et c'est vrai qu'ils sont en plus très en avance. Même Intel a pris du retard dernièrement. Donc on voit qu'il y a vraiment un point fort. Et c'est vrai que pour la Chine, qui a toujours considéré Taïwan comme une province,
une province rebelle qu'il faudrait. Et en plus, il y a un intérêt économique parce qu'on voit très bien que tout ce qui est microprocesseur, c'est la clé. Ça devient de plus en plus la clé de votre souveraineté, de votre valeur ajoutée derrière, parce que derrière, vous avez les processeurs, mais vous allez avoir la programmation qui en dépend. On voit à quel est l'importance. Mais partout, il y a des microcontrôleurs. Enfin, l'industrie automobile est en train de ralentir en Europe et aux États-Unis à cause d'une pénurie de semi-conducteurs. Et ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est qu'il y a des technologies clés. Par exemple, aujourd'hui, ça va être très dur de battre les Chinois dans l'automobile, mais pas sur les moteurs thermiques. C'est mort, les moteurs thermiques. Et la Chine savent que pour revenir au niveau des Allemands aux moteurs thermiques, il leur faudrait des dizaines d'années de recherche et développement. Par contre, si vous passez sur une nouvelle plateforme, si vous passez sur l'électrique, et que vous maîtrisez véritablement les batteries électriques, eh ben vous avez clairement une clé pour devenir un leader en automobile. Dans l'informatique, c'est la même chose. c'est pas le PC qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et c'est vraiment ce processeur qui va rentrer un peu partout dans toutes les filières. Donc je pense que Taïwan redevient un objet central aujourd'hui de pression parce que les États-Unis se sont aperçus qu'ils ont un peu perdu de leur suprématie, de leur éclat sur les semi-conducteurs. De l'autre côté, la Chine. Nous aussi, l'Europe aussi. L'Europe on était numéro 1. On était numéro. Si. En 1990, on était numéro 1, pas sur les microprocesseurs, mais sur les semi-conducteurs en général. Voilà. En termes de production, l'Union européenne était numéro 1 avec à touche-touche avec les États-Unis. On est complètement. C'est complètement fini. Formidable société. Oui, mais c'est la seule. Franco-italienne, mais c'est la seule. Voilà. Après, on peut être très bon. STM est très bon sur certaines niches et là-dessus. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que dans les nouvelles générations de puces, il y a une vraie avancée. Après. Voilà, il y aura peut-être quelque chose qui balayera tout ça. Parce que, ça, c'est évidemment. C'est pas gagné. Mais c'est vrai que ça accentue forcément la pression sur Taïwan, parce que derrière, il y a, je pense que le gouvernement chinois a aujourd'hui lancé un plan massif pour rattraper son retard dans les semi-conducteurs avec l'affaire Huawei. C'est une des conséquences indirectes, puisque Huawei se retrouve véritablement en grande difficulté parce que justement, il maîtrisait pas. Blacklisté des marchés occidentaux. Voilà, il ne maîtrisait pas ses brevets, donc il y a une vraie volonté. Et je pense que là, ça devient un enjeu auquel réfléchit la Chine. Alors, est-ce qu'ils iraient jusqu'à envahir l'île ? On n'en est pas là, je pense. Mais il y a une vraie pression d'essayer de ramener sous le giron chinois, en tout cas sous l'influence chinoise, cette province rebelle, parce qu'il y a aussi, entre autres, cet enjeu économique derrière ça. Et c'est une boîte, d'ailleurs, à TSMC, je disais l'histoire du patron, c'est un gars qui était chez Texas Instruments, d'origine chinoise, un Américain d'origine chinoise qui a 52 ans, donc pas un gamin, a décidé, parce qu'il n'a pas eu le top job à Texas Instruments, il a décidé de créer sa boîte, c'est le numéro 1 mondial du semi-conducteur aujourd'hui, il est toujours à la tête, il a plus de 52 ans. Vous achetez où, semi-conducteur ? Vous sentez la pénurie oui. Vos circuits électroniques ? Oui, j'y ai pas cru au début, on nous a dit ça, j'ai une de nos collaboratrices, Adeline, qui nous... Non, mais... C'est vrai, elle nous a dit ça il y a 3-4 mois. Je lui ai dit non, écoute, c'est pas possible, ça va pas arriver. On croit que c'est une commodity, quoi. Ouais, c'est pas possible. Et non, bien sûr qu'on le sent. Après, ça a toujours été très cyclique, ce business-là. Non, c'est très cyclique, mais ce qu'on sent surtout, c'est que nos fournisseurs, nos ODM en Chine, eux, paniquent pas. C'est-à-dire qu'ils voient que c'est cyclique et ils vous disent, ce qui est très rare pour un Chinois, ils disent non, mais commande pas tout de suite, tu commanderas dans 3 semaines, les prix vont baisser. Et donc, ils ont cette capacité à prendre les coups et à pas paniquer, alors que nous, en Europe, il faut avoir la possibilité d'avoir une visibilité à court terme et de vivre dans un environnement un peu blurry comme ça les dérange pas. Nous, ça nous angoisse et ça fait descendre les marchés. Pas pour les Chinois. Donc, en fait, non, je ne suis pas très inquiet. Pour venir sur la question sur la question de Taïwan, moi, je ne vois pas du tout la Chine se mettre à attaquer, à faire des choses très dramatiques. Ils sont... c'est le pays du fait accompli. Donc, c'est des tout petits mouvements quasi imperceptibles et qu'on voit un peu partout. Oui, et puis finalement, on voit bien à Hong Kong, mais ils deviennent perceptibles à Hong Kong. Oui, mais bon, mais de plus en plus. Et puis finalement, voilà, c'est fait. C'est de toute façon Hong Kong maintenant. Quand on regarde une planisphère, le sens de l'histoire par rapport à Taïwan, il est quand même. Mais regardez sur Hong Kong, ce qui est extraordinaire, c'est il y a 20 ans, ils ont construit Shenzhen, ils ont imaginé Shenzhen de toutes pièces, ils l'ont pensé, imaginé, développé. Et aujourd'hui, vous avez Shenzhen en face de Hong Kong, on dit bon, Shenzhen, Hong Kong, on n'a plus tellement besoin d'Hong Kong. Shenzhen suffit. Donc d'un point de vue, oui, d'un point de vue économique, oui. Pour les Hongkongais, la situation n'est pas tout à fait la même. Mais on n'est pas en train de parler économie. Non, mais ce que je veux dire, pour les Hongkongais, évidemment, la situation est terrible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
la Chine est capable de prévoir ses mouvements 20 ans à l'avance, 25 ans à l'avance, et de développer des stratégies sur 20-25 ans. Et on n'est pas habitué, hein, nous, ce qu'on regarde, enfin ce que regarde Biden, là, on parlait de Biden tout à l'heure, c'est sa prochaine réélection, puis c'est déjà le midterm. C'est le problème de nos pays, c'est qu'il y a des élections, et c'est pas le problème de Xi Jinping. Non. Si la Chine est un buffle, nous les Européens... Nous, une licorne, évidemment, mais... Bien répondu. Mais globalement, un cocker. Non, je dirais plutôt une tortue, quoi. On n'a pas du tout le même rythme naturellement, mais on n'a pas du tout la même histoire et la même façon de penser, donc c'est normal, mais plutôt la tortue. C'est bien noté. On marque une courte pause, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour là de la pharmacie. Retour dans l'AIT Smart, merci de rester avec nous. Dans cette deuxième partie d'émission, on a parlé du business de la pharmacie. C'est la saison des résultats. Depuis une dizaine de jours, les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, les big pharma, comme on dit en bon français, comme les autres grosses entreprises, publient leurs résultats globalement assez bons. Et compte tenu du contexte sanitaire un petit peu particulier, évidemment, avec cette crise de la Covid, à chaque fois, ce sont des résultats qui suscitent un certain nombre de commentaires, voire de polémiques. Il y a une dizaine de jours, c'était Pfizer qui a publié ses résultats plutôt bons, qui a dit qu'il anticipait faire une quinzaine de milliards de dollars de chiffre d'affaires sur son vaccin qui était à peine commercialisé, ou plutôt à peine injecté dans des millions d'épaules aux États-Unis, en Europe, et surtout aux États-Unis et en Europe. On a également eu les résultats de Sanofi il y a quelques jours qui étaient bons, malgré le fait qu'eux soient plutôt très en retard dans la course à ce vaccin. Hier, c'était AstraZeneca qui a publié ses résultats. Le papier des Échos ce matin, le parcours financier sans faute d'AstraZeneca en 2020, avec une progression du chiffre d'affaires, une progression de la rentabilité, et puis des perspectives plutôt très positives, avec à chaque fois, est-ce que quand on est dans une crise sanitaire, ces milliards de profits, parfois de dividendes, est-ce bien raisonnable alors qu'on est en pleine crise, encore une fois? Et je faisais le lien aussi avec ce matin une interview de Philippe Douste-Blazy dans le Figaro, qui est interrogé sur ces questions et qui nous dit « J'appartiens à un courant de pensée humaniste et plutôt libéral, et je pense profondément que les produits de santé ne doivent pas être soumis, en tout cas dans les pays à revenus modestes, aux mêmes lois du marché que les lessives ou les voitures. La faute n'est pas aux entreprises qui, elles, doivent faire du profit, mais c'est aux responsables politiques de lutter contre ces inacceptables inégalités face à la santé. Est-ce que c'est un business comme les autres, la pharmacie, le fait de soigner les gens? Est-ce que c'est compatible avec les règles classiques du capitalisme, selon vous? En plus, c'est une société cotée en bourse, donc le capitalisme avec le traitement des actionnaires, les dividendes, la publication de résultats, la nécessité de dire que tout va bien, plutôt de sonner le clairon pour rassurer ses investisseurs au risque, effectivement, d'avoir peut-être un souci d'image auprès d'autres types de cibles qui vont juger peut-être négativement le fait que ces grands laboratoires font des profits importants, parce que c'est des grosses entreprises. Même Sanofi en France, c'est la troisième capitalisation du CAC 40, ça vaut autour de 200 milliards. Pfizer, c'est autour de 200 milliards. Johnson & Johnson aux États-Unis, 400 milliards. Ça doit être la 15e ou 20e. Donc c'est des grosses boîtes quand même. Est-ce que, question toute bête, c'est un business comme les autres selon vous, Lionel? Selon moi, d'abord, oui, c'est un business comme les autres, mais je pense qu'il y a deux business qui n'ont rien à voir. Il y a celui qui consiste à faire de la recherche et à innover, et celui qui consiste à produire des vaccins et à produire des médicaments et à industrialiser des produits. Et je pense que le problème, il est là. Évidemment, on est tous très mal à l'aise avec... on voit, je crois qu'il y a moins de 0,1% des doses de vaccins qui ont été injectées dans des pays en voie de développement aujourd'hui. Il n'y a pas de vaccin. Donc tous les vaccins sont captés par les pays riches. Et le problème, c'est vraiment celui du financement de la recherche et du business model qu'on met derrière. Et je voudrais faire juste une analogie avec celle des GAFA. Ouais. Quand on regarde les GAFA, quand on regarde Facebook, et on en a parlé sur ce plateau, on regarde Google, etc., le problème, c'est pas l'innovation extraordinaire qu'ils amènent au monde. Le problème, c'est le business model qu'ils ont choisi et qui, lui, crée un problème démocratique gigantesque en termes de souveraineté des données, en termes de profilage des individus, etc., etc. Donc le problème, c'est le business model. Google aurait très bien pu choisir de ne pas monétiser le temps que je passe sur un écran et de ne pas monétiser mon envie.
alors que c'est ça qu'ils ont monétisé. Et je pense que c'est pareil dans l'industrie pharmaceutique. Dans l'industrie pharmaceutique, on monétise la course à une innovation qu'on va pouvoir breveter. Et il y avait cette réflexion d'un scientifique qui disait quelle est la logique selon laquelle une nouvelle maladie qui apparaîtrait ne pourrait être soignée que par une molécule qu'on n'aurait pas encore inventée et qu'on irait donc breveter. Pourquoi une nouvelle maladie ne pourrait pas être soignée par un médicament qu'on aurait déjà dans une bibliothèque de médicaments? Et en réalité, si vous réfléchissez à ça, par quel mécanisme on pourrait mettre de la recherche sur ces molécules qui sont dans le domaine public, comment on pourrait les tester, comment on pourrait les rechercher, comment on pourrait les adapter si on ne peut plus les breveter. Ouais. Donc c'est dans le business model qu'il y a quelque chose de complètement vicié. Et ça pose un problème démocratique qui est je pense, gigantesque. En France, on a une recherche publique complètement déconnecté du monde privé, complètement déconnecté, il n'y a pas de lien. Et d'ailleurs, pour un universitaire, avoir un lien avec un laboratoire, alors là... C'est devenu suspect, puisqu'il est suspecté de conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, anathème total, il s'envoie des noms d'oiseaux à longueur de journée sur... on a fait un papier pour tel laboratoire et tel autre. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Il y a des liens, on les voit, entre les universités. Regardez en Angleterre, à Oxford, etc. Mais donc, je pense que le problème est comment on finance la recherche publique et comment on crée le lien entre la recherche publique et les industriels qui, leur métier, le métier des industriels, c'est d'industrialiser une découverte. Mais se reposer sur ces industriels... Mais à une époque, les industriels faisaient de la recherche. Maintenant, effectivement, on a l'air de dire que c'est les biotech qui font de la recherche, ou alors le public. Et puis les gros industriels, ils sont là uniquement pour récupérer, une fois que ça marche, mettre tout ça en bouteille et le distribuer aux quatre coins du monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Si. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Mais maintenant, on a complètement... les grands pays se lavent les mains de la recherche, ne veulent plus faire ces investissements. Et aussi parce qu'il y a un autre petit problème démocratique, c'est que faire ces recherches, ça sous-entend qu'on prend les risques liés à la recherche. Donc ça sous-entend que si par exemple on devait tester un vaccin et qu'il y ait 10 morts suite à un test, et ben ces 10 morts, il faut les assumer. Alors qu'on préfère assumer 10 000 morts par incurie, mais bon, c'est la faute de personne, plutôt que 10 morts parce qu'on a fait un test. Donc je pense que c'est un problème démocratique global dont on devrait, c'est bien, on en parle ici, on devrait continuer à faire avancer le sujet. Christian, votre regard sur le côté atypique ou pas de l'industrie des grosses boîtes pharmaceutiques? Alors déjà, je vais mettre un petit bémol sur les résultats des laboratoires, parce que j'ai étudié les résultats du 4e trimestre et ils ne sont pas tous très bons. D'accord. Il faut quand même un petit peu mettre une parenthèse. Alors pourquoi, juste un petit mot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les hôpitaux, et même nous, en tant que consommateurs de médicaments, on a été très très concentrés sur le Covid. Et pas sur le reste. Pas sur le reste. Et donc on voit qu'il y a une baisse de consommation de médicaments anticancéreux, on voit qu'il y a une baisse de consommation de tout ce qui est dépistage, d'investissement des hôpitaux aussi. Vous savez, tout ce qui est lié au scanner, etc. On voit qu'on a tout concentré les efforts que sur le Covid, alors, ce qui est normal, vu l'épidémie, mais ça veut dire que certains laboratoires, ils souffrent. Faut quand même un peu... Il y a certains globusters qui aujourd'hui ont des baisses de vente parce que justement, on a une consommation supportée. Donc forcément... Tout le secteur n'est pas, alors pas attention ouvert. à ça, parce que vous allez prendre les 3 gros qui ont soit une solution en termes de soins pour le Covid, soit qui ont lancé le vaccin. Donc forcément, ils ont récupéré une partie du chiffre d'affaires finalement qui s'est déplacé sur la maladie. Donc, et ça, on ne peut pas leur reprocher. Après tout, ils avaient le médicament. Vous vendez la bonne voiture au bon moment, vous n'allez pas vous plaindre. Donc il y a quand même, faut un peu biaiser. Donc ça, il y a première chose. Et puis alors deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est une réalité aujourd'hui. La recherche, ce sera de moins en moins les grands laboratoires, parce que c'était avant une recherche très chimique. Aujourd'hui, c'est une recherche biotechnologique, et c'est souvent le fait de start-up qui prennent un risque, parce que c'est un risque énorme aujourd'hui. Vous avez un taux d'échec qui est quand même assez important. Ils prennent un risque, dont les investisseurs prennent un risque financier. Alors voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a aussi, quand vous avez un gars qui va bosser pendant 10 ans pour finalement rien trouver, il prend quand même un risque sur sa carrière, et sur ses revenus. Vous avez raison. Et puis derrière, c'est du capital humain, c'est des gens, c'est des compétences, c'est des gens qui vont travailler quand même, qui ont de l'intelligence, qui mettent là-dedans. Et puis derrière, c'est des investisseurs en effet
effet, qui mettent de l'argent là-dessus. Parce que on a l'impression, BioNTech, il n'a pas trouvé par miracle comme ça la technologie. C'est une technologie qui date depuis des années. Enfin, c'est pas arrivé d'un seul coup par magie. C'est des process qui datent depuis 20 ans, 30 ans qu'on travaille là-dessus. Et puis, on a trouvé l'application qui était pour le Covid. On aurait pu trouver une application pour autre chose. Mais ces 20-30 ans de financement de recherche, il a bien fallu les faire. Et aujourd'hui, ils en ont gagné, tant mieux. Ils ont été les plus rapides, les plus forts à ce niveau-là, parce qu'ils se sont aperçus que ce segment-là, mais ça aurait pu être un échec. Moi, je ne suis pas des gens à critiquer Sanofi. Sanofi, ils ont fait un choix. Ils ne pouvaient pas, de toute façon, quand ils ont cherché leur vaccin, ils ne pouvaient pas faire tester toutes les possibilités. Ils ont fait un choix sur un type de vaccin où ils estimaient qu'ils avaient le plus de chances de réussir. C'est un choix industriel. Alors maintenant, on dit, oui, la France n'a pas été capable de trouver. Ben non, ils vont sortir leur vaccin, peut-être avec 6 mois, 1 an de retard. On dit à l'automne, hein, voilà. Septembre-octobre, a dit même la ministre et même ministre. Est-ce que c'est une preuve que Sanofi décline? Ils ont quand même trouvé un vaccin. Ils peuvent potentiellement dire qu'ils sont quand même dans les grands laboratoires mondiaux qui sont en capacité de créer un vaccin. Il faut quand même relativiser là. Après, il y a eu un coup de chance sur une nouvelle technologie qui était beaucoup plus rapide, qui a été beaucoup plus développée, mais ça aurait pu être un échec aussi. Donc, il faut quand même relativiser tout ça. Oui, et puis de toute façon, Sanofi n'était pas pour le coup retenir une tellement chose, dessus. c'est qu'aujourd'hui, la recherche dans les pharmaceutiques, ça sera de plus en plus de la biotechnologie, qui suppose plutôt des structures agiles, où vous avez des gens qui sont prêts à mettre un pari, à mettre de l'argent, mais avec peut-être une chance sur 10 de revoir leur argent. Donc derrière, vous ne pouvez pas leur dire, vous avez une chance sur 10, mais si ça marche, et puis si ça répond à une grande épidémie, hop, vous n'aurez aucun sou, vous n'aurez même pas le droit de le breveter, parce que de toute façon, c'est pour le bien de l'humanité. Bon, à un moment donné, il faut aussi donner à ces gens-là qui prennent ce risque, ou alors vous n'aurez jamais plus de recherche. Donc il faut tenir compte de ça. Et puis après, derrière, il y a une autre problématique, par contre, là, où on peut réfléchir, c'est pour les pays pauvres. Effectivement. C'est ça qu'évoque Dostoevsky. Est-ce qu'on peut vendre $15 une dose de vaccin à un pays pauvre ou qui n'a même pas $1 pour vivre par mois? Donc c'est vrai que là, il y a une vraie idée, mais je pense que ça existe. Il y a déjà pas mal d'initiatives. Il y a des initiatives. On essaye de financer ça. Donc ça peut être mis en place au niveau de la communauté internationale, une sorte de solidarité. De toute façon, on y a intérêt. Il faut bien comprendre que si on laisse des pays où l'épidémie peut se développer et qu'on les vaccine pas, il y aura de fortes chances qu'il y ait des variants et que derrière ça nous revienne en boomerang derrière. Donc on faut gérer l'épidémie au niveau mondial, mais ça il y a des systèmes, il y a l'OMS, il y a des institutions internationales qui sont là pour gérer ça. Moi ça me choque pas qu'un laboratoire, s'il a fait un effort de recherche, s'il a investi de la recherche, en tire profit. Alors après, il y a peut-être d'autres choses. On peut citer. Quand vous investissez dans un médicament rare, un soin pour une maladie rare, et puis que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui fait un raid boursier, qui achète les brevets, et puis qui triple le montant parce qu'il a le brevet et qu'il a un monopole sur ce brevet, et puis il se dit... Il y a eu un ou deux exemples aux États-Unis. Bon, ça, ce sont des excès. Ce sont des excès. Mais là, on n'est pas dans les excès. On est sur des gens qui ont pris un risque économique, qui ont pris un risque de recherche, qui ont investi depuis des années là-dessus, et après on peut pas exiger non plus qu'ils n'aient pas un rendement. Alors après, est-ce que c'est excessif ou pas? Bon, ça on peut encore en discuter, mais ceux qui font monter les enchères aujourd'hui, je vous rappelle, c'est pas les laboratoires, c'est le comportement des pays riches qui sont prêts à se surenchérir les uns sur les autres. Israël est en train de vacciner toute sa population parce qu'il a surenchéri sur les autres pays pour avoir les doses. Donc là, les responsables, est-ce que c'est le laboratoire qui essaie d'être mieux payé par un pays parce qu'on lui propose plus, ou le pays qui est prêt à n'importe quel prix, le politique, à n'importe quel prix, à surpayer, quitte à véritablement rendre inaccessibles les vaccins aux autres pays. Sachant que quand on paye plus cher, quand on est un pays riche, ça reste très rentable parce que l'enjeu économique est considérable et considérablement plus important que le delta de prix sur le vaccin. C'est ce qui est reproché aujourd'hui à l'Europe. Absolument. On leur a dit, vous auriez mis un petit peu, l'Europe a voulu négocier au plus près les prix parce que c'est de l'argent quand même du contribuable. Et puis on lui dit, mais vous l'auriez remboursé en 2 jours de confinement en moins. Bon, oui. Oui, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de limite au prix. Enfin, voilà. Mais après, c'est pas la faute des laboratoires. Là, je pense qu'il y avait vraiment... je pense que l'Europe a quand même montré une certaine efficacité en se mettant tous ensemble, en évitant que la France surenchérisse sur l'Allemagne et tout ça. Donc, il y a quand même une certaine cohérence en France. Mais après, derrière, voilà... On est un peu en retard, mais on est tous en retard en même temps. On est tous en retard en même temps, puis surtout, on a évité qu'entre la France et l'Allemagne, on se tape dessus pour avoir la dose de vaccin supplémentaire. Donc, au moins, il y a une certaine cohérence au niveau de l'Europe à ce niveau-là, mais après, on n'empêche pas qu'il y aura l'Australie, les États-Unis, le Canada, tout ça, que tout le monde, Israël qui de ce côté a mis beaucoup sur la table. Bon, voilà, je vous rappelle, vous vous souvenez de l'histoire des masques, où il y avait eu des détournements au niveau des aéroports avec des gens qui venaient avec des mallettes pour payer en cash pour détourner les masques d'un autre pays. Donc, voilà. On a évité ça au moins. On a évité ça entre Européens.
C'est à qui de payer pour les pays pauvres? Est-ce que c'est aux États de payer les laboratoires le prix normal pour ensuite le refiler à des pays moins chanceux, moins développés? Ou est-ce que c'est aux laboratoires eux-mêmes de faire effectivement différents types de prix, voire de trouver des astuces sur l'idée des brevets? Moi, je ne suis pas économiste, je ne sais pas répondre à cette question. En revanche, je pense que c'est le business model de l'innovation. Quand on axe tout le business model de ces innovations sur une molécule brevetée, ensuite, vous ne pouvez pas demander à un acteur économique de brader, sa molécule brevetée pour le bien du monde. Lui, il n'est pas là pour le bien du monde. Les ONG sont là pour le bien du monde. En revanche, les start-up, et parce que je pense, vous avez raison, et quand on parle d'Israël, on parle beaucoup d'Israël comme une start-up nation, donc je pense que c'est l'agilité des petits pays très portés sur la technologie, des petites structures comme BioNTech ou Moderna, qui ont les clés de l'innovation, et qu'ensuite, c'est aux politiques de s'approprier ces innovations et de décider de ce qu'elles en font. Et on a déjà vu plusieurs fois, dans des grands moments de l'histoire du monde, le politique dire bon, ben ça, c'est un bien commun. Ça s'est déjà vu, et c'est pas interdit, et c'est pas un gros mot, et de toute façon, c'est l'intérêt des pays riches, comme vous le disiez très justement, c'est l'intérêt des pays riches que d'avoir les pays pauvres. Que la maladie ne se développe pas chez les autres, évidemment. Oui. Donc je pense que c'est un problème politique, c'est aux politiques de faire des choix, et aujourd'hui, il est un peu coincé par des choix passés qui sont des choix de business model qui ne sont pas les bons business models. Oui. Et en même... juste un petit mot. Là, on est en situation de pénurie, mais rappelez-vous, c'est comme les masques. C'est-à-dire que là, on est en situation de pénurie parce qu'on a peu de solutions. Oui, c'est pas impossible qu'à la fin qu'au deuxième semestre. Dans 6 mois, on dira on a trop de vaccins. Et on en a commandé tellement trop qu'on va les donner aux pays pauvres parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on va leur revendre. Alors donc, attention, faut modérer aussi parce qu'on a l'impression que là... L'Union européenne a commandé plusieurs milliards aux dernières nouvelles, même si on fait 2 doses, on sera couvert. On va en redonner aux autres après. Donc là, il y a une histoire de... Il y a des enjeux économiques qui sont tels, et derrière, parce qu'un mois de confinement, c'est tellement coûteux qu'on est prêt à écraser un autre pour un autre pays pour avoir les doses supplémentaires, pour pas avoir confiné. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mais c'est un enjeu entre guillemets de court terme. Mais je comprends que pour les gens qui sont fermés aujourd'hui, un mois ça compte beaucoup pour les restaurateurs et tout ça, mais c'est un enjeu de court terme, et peut-être que dans 6 mois on en aura un peu trop, on en aura trop et ça sera régulé, il n'y aura plus de polémique là-dessus. On donnera l'AstraZeneca, c'est pas grave. Comment c'est pas il est efficace, ne rentrez pas dans les... Voilà. D'abord, on a moins de 65 ans. Et puis... Allez, il nous reste 5 minutes, 1 ou 2 sujets pour terminer l'émission, c'est l'after. Deux petits sujets pour terminer l'émission. L'un qui est très business, l'autre qui l'est beaucoup moins. On parlait de la pharmacie, l'univers du divertissement. Je parlais de la saison de publication des résultats. Disney a également publié ses résultats. Et il y avait ce commentaire d'un observateur à Wall Street assez actif sur Twitter qui nous dit le chiffre d'affaires de Disney est en baisse de 19% en 2020. Ils ont annoncé une perte nette de quasiment 5 milliards de dollars.